parler réussir une rénovation CVC. Je parle sous votre contrôle, hein, c'est un acronyme chauffage, ventilation, clim, pour décrypter cet acronyme. Dans le tertiaire, retour d'expérience et méthode. C'est une conférence qui est co-organisée avec vous à Fortec et GCCP. Merci pour cette co-organisation. C'est un grand plaisir. Est-ce que vous savez ce que c'est ce chiffre clé? Non? Alors le lot CVC, hein, c'est j'ai trouvé ça. Alors vous allez me dire si c'est vrai. C'est entre 30 et 70% des consommations énergétiques totales du bâtiment. Voilà, donc on voit que c'est une consommation colossale. On avait dit peut-être de commencer par un petit tour de table de présentation et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Juste présentez-vous et qui vous représentez, Cyril. Alors, je suis Cyril Blanchard, je dirige un bureau d'études qui s'appelle Sebatec et nous sommes experts dans le domaine de chauffage, ventilation, climatisation. Nos clients sont principalement des clients tertiaires. Très bien. Hubert Desrues, je suis conseiller technique au sein de la Chambre syndicale du génie climatique et de la couverture plomberie. Très bien. Giovanni. Donc Giovanni Monti, président d'Afortec. Afortec est donc l'institution formation accolée au syndicat du génie climatique. Et Stevens Collin, dirigeant de l'entreprise Solvac, avec des clients principalement tertiaires. Voilà, donc vous êtes l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement, on est bien entouré aujourd'hui. On a le bureau d'études, l'entreprise, l'organisme de formation et puis le centre technique, donc qui connaissent tous les sujets, la fédération. Alors on avait dit Hubert que ça serait utile pour notre public, que ce soit entreprise et maître d'ouvrage, de commencer par faire un petit rappel réglementaire sur les obligations finalement qui tirent aussi à la rénovation. Hein. Tout à fait. Donc ça, pour faire un peu d'histoire, ça remonte à 2005 et les accords de Kyoto. On s'est aperçu qu'on a un réchauffement qui est dû aux émissions de gaz à effet de serre et notamment le CO2 qui ressort de la production d'énergie. Donc que ce soit au niveau des véhicules ou au niveau du chauffage et de la climatisation des bâtiments. Pour ça, plusieurs mesures ont été mises en place sur les bâtiments tertiaires. Alors le premier, c'est le décret tertiaire, qui s'applique à tous les bâtiments, anciens et neufs. L'objectif étant pour les bâtiments anciens par rapport à une consommation de référence qui était prise entre 2010 et 2020, d'arriver de réduire sa consommation d'énergie de 40% en 2030, 60% en 2040, 40% en 2040 plutôt, excusez-moi, et 50% en 2030. 2060. Non, mais c'est ce que je mélange dans les dates, excusez-moi. Non, mais il y a des 30-40-50, des 2030-40-50, donc voilà. On se trompe un peu. Mais on a compris, c'est 40% 2030, 50 2040 et 60 2050. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour les bâtiments, juste, Hubert, je crois que vous bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Voilà, 1000 m², hein, il fallait donner ce chiffre-là. Pour les bâtiments existants, neufs, puisqu'évidemment, on ne va pas supposer qu'on puisse réduire de 40% la consommation d'un bâtiment construit RE 2020. On applique ce qu'on appelle les arrêtés valeur absolue, qui pour chaque usage de bâtiment va définir des consommations maximales à atteindre. Là-dessus, c'est greffé un autre texte qui est le décret BAX, qui concerne toutes les installations qui ont une puissance chaud ou froid de plus de 70 kW. C'est donc l'obligation de mettre un système dit de GTB, donc gestion technique du bâtiment. C'est de pouvoir contrôler toutes ces installations de chauffage, de clim, éventuellement de prendre en charge l'éclairage, les autres commandes qu'on peut avoir sur le bâtiment, pour générer des économies. Alors là, je crois que le décret BAX aussi, 60 kilos, la puissance, ça correspond à peu près à 1000 m². Hein. On est à peu près aligné avec les obligations du décret tertiaire. À peu près, oui. Oui, ça dépend des usages. Hein. Quand tu es dans un restaurant qui consomme plus d'énergie ou des bureaux, bon. Alors, un décret qui est plus petit, c'est le décret 2023 4441. Il est plus long en ligne. Hein, oui. Alors, ce décret-là concerne tous les bâtiments, que ce soit tertiaires ou résidentiels. C'est une obligation d'avoir une régulation terminale émetteur par émetteur, c'est-à-dire radiateur par exemple, ou ventiloconvecteur par ventiloconvecteur. Régulation qui permet soit l'arrêt, la mise en marche ou la mise en réduit de l'appareil. Là, ça s'applique à tous les bâtiments, quelle que soit la puissance. Donc ça vaut tertiaire
Et ça vaut dans le logement également? Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de celui-là. Non, non. Et avec une obligation en 2027 d'avoir équipé tous ces émetteurs. Alors tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Directive qui a une ambition assez importante, c'est d'arriver à zéro carbone à horizon 2050 sur l'ensemble des bâtiments, donc habitat et tertiaire. Alors cette directive-là prévoit notamment le décret tertiaire est une des conséquences de ces directives-là. Elle prévoit aussi de supprimer le recours aux énergies fossiles au fur et à mesure de l'avancement des travaux neufs et des rénovations. Avec une ambition très forte pour tout ce qui est bâtiment public. Donc à savoir qu'à horizon de 2028, tous les bâtiments publics neufs devront être neutres en carbone. Et il y aura une obligation dans le temps de rendre les bâtiments existants aussi neutres en carbone. Donc l'apport de nouvelles techniques, de trouver des solutions sans carbone et d'admettre des compensations carbone aussi, puisque on n'arrivera pas à avoir une énergie zéro carbone. Voilà, ça c'est l'exemplarité de l'État sur les sujets sur lesquels qu'il porte. Je crois qu'on a à peu près là, vous avez fait à peu près le tour de table là, Tout à fait, oui. Alors, on va rentrer là, rentrons dans le vif du sujet. Cyril, puisqu'on a la chance de vous avoir, Cyril et Stevens. J'aimerais qu'on commence par faire un petit constat. Vous travaillez, Cyril, si j'ai bien compris, plutôt avec des grands groupes. Vous allez nous détailler, sans citer trop les marques, mais enfin nous détailler les typologies de clients. Mais je crois que c'est intéressant parce que vous avez des typologies de clients un peu différents et donc ça reste complémentaire. Et donc, quelles sont leurs motivations pour engager des travaux? Alors, la typologie des clients, effectivement, plutôt grand groupe. Alors, on a des banques comme BNP Paribas, on a des caisses des dépôts et consignations Habitat qui ont toute une partie de leur patrimoine en habitat. En fait, on va dire qu'il y a deux typologies. Il y a la typologie de ceux qui ont des bureaux et qui les utilisent avec leur propre personnel. Et il y a la typologie des bureaux qui sont mis en location. Dans les deux cas, la première motivation, ça va être le confort des occupants. C'est-à-dire que ceux qui vont utiliser leurs propres immeubles pour loger leurs propres collaborateurs ne vont avoir qu'un seul objectif, on va dire principal, c'est que leurs collaborateurs soient bien. Et ça, on le ressent très très clairement. Ceux qui vont posséder des biens, qui vont mettre en location, l'objectif c'est que le bien soit attractif, c'est-à-dire que les gens qui sont susceptibles de l'occuper vont bien s'y sentir. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est qu'avant qu'il y ait des gens dans les locaux, il faut déjà que les locaux soient attractifs, c'est-à-dire qu'il faut donner envie à des occupants potentiels de venir s'y installer. Et pour ça, le côté vertueux prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que des locaux vertueux seront plus facilement occupés que des locaux à l'étiquette énergétique un petit peu dégradée ou à la conception un petit peu moins actuelle. Oui, donc parce que c'est le locataire là qui va aussi payer le coût de l'énergie derrière. Donc, alors, il y a le coût des charges. Ce qui va faire qu'un bien va être attractif, c'est qu'il va être éventuellement labellisé. Il va être conçu et réalisé sur des bases éco-responsables, mais aussi le niveau de charge, c'est-à-dire que si les charges ont un coût raisonnable, le bien sera attractif, alors que si les charges sont exceptionnellement élevées, ça va être un frein. Mais il faut comprendre aussi que un propriétaire tertiaire possède des biens immobiliers qui doivent d'une part être valorisés un certain montant. Le bien sera d'autant plus valorisé s'il est vertueux, c'est-à-dire sa valeur potentielle, on va dire entre guillemets sa valeur comptable. Ça, c'est la première chose. J'ai perdu le fil de la deuxième. Donc, en fait, valoriser son bien et dans un second temps, oui, effectivement, proposer quelque chose de vertueux pour que ça soit attractif sur le marché. Alors, en préparant, quand on avait préparé sur l'entretien qu'on avait eu, vous aviez trouvé mon fil. Pardonnez-moi. Vous avez, allez-y alors. Oui, en fait, il y a un sujet bourse aussi qu'il faut pas. Ah voilà, c'est ce que je voulais. Exactement. Okay. En fait, un certain nombre de biens immobiliers dans le domaine du tertiaire sont rattachés à des placements en bourse. Et ces placements, en fait, doivent répondre à certains critères et à certaines demandes du marché boursier, notamment au niveau du côté vertueux du bien immobilier.
et notamment de mémoire RSE, des politiques RSE qu'il peut y avoir. Alors les RSE, et puis en fonction du type de bien boursier sur lequel repose Les SCPI, l'immeuble, ouais. les SCPI entre autres ont des cahiers des charges à respecter, et que ce soit pour le bien en lui-même, c'est-à-dire la SCPI, ou même que ce soit pour l'image du propriétaire, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a certains grands groupes qui possèdent des biens immobiliers sur lesquels ils communiquent sur le côté vertueux et notamment sur la décarbonation. Moi, j'ai des clients qui ne veulent plus de gaz parce que il y a eu ou des associations qui les ont attaqués sur certaines choses, ou des communications qui ont été faites sur certains investissements reposant sur les énergies fossiles, et ça va dégrader l'image publique de la grande entreprise qui va du coup décarboner aussi pour améliorer son image. Voilà, merci là pour ce premier état des lieux. Stevens, pour continuer, on avait dit qu'on pourrait parler d'ERP, établissement recevant du public, et d'ERT, établissement recevant des travailleurs. Bon, il y a une petite distinction, mais vous allez la Tout à fait. la préciser. Et la maîtrise des risques aussi, qu'il peut y avoir dans ces bâtiments hein, qui sont soumis à des risques. On a fait d'ailleurs une conférence sur le risque incendie dans les ERP. La maîtrise des risques joue un rôle essentiel. Tout à fait. Donc, comme vous le dites, on a deux types d'établissements dans le tertiaire, les ERP, les ERT. L'importance du lot CVC, on l'a dit tout à l'heure avec les chiffres, notamment sur la consommation, l'usage et l'exploitation vont être très importantes. Pour autant, on a des domaines de clients qui ont une typologie complètement différente, mais qui vont avoir un objectif commun. L'objectif commun, ça va être d'assurer le confort, la sécurité, de répondre en termes de conformité réglementaire, d'optimiser la performance énergétique des bâtiments, réduire les coûts et du coup l'impact environnemental. Et on peut se poser la question, quels sont les risques liés à notre activité dans ces milieux-là. Donc on l'a classé en quatre domaines qui, vous verrez, sont assez proches les uns des autres. On peut parler de perte d'exploitation lorsque vous avez une machine qui ne fonctionne plus. Forcément, on n'arrive pas à fournir la demande. Ça peut entraîner des risques sociaux avec des droits de retrait, notamment avec une température excessive dans les locaux, ou encore des risques sanitaires avec une mauvaise qualité d'air. Sur les installations, engendrant des maux de tête ou autres. Il y a la Légionnelle aussi. Il y a la Légionnelle sur les réseaux d'eau chaude sanitaire. Ouais. Donc effectivement, tous ces impacts vont être assez liés, parce que dès qu'on a une perte d'exploitation, certains risques vont s'additionner. Le risque réglementaire, on parle des Légionnelles, il y a des températures à respecter, et effectivement on va rentrer dans une démarche qui va être tout autre, où l'État va venir gentiment nous rappeler à l'ordre que on n'est pas dans les clous. Donc tous ces risques sont directement liés à notre activité et peuvent avoir un impact catastrophique sur une installation. Alors donc effectivement il faut rédiger un contrat avec les entreprises. Tout à fait. La première chose à mettre en place, c'est un contrat bien rédigé. Qu'est-ce qu'un contrat? C'est la valeur contractuelle de notre intervention. Donc la première chose, c'est de définir un périmètre et des prestations dans le cadre des installations existantes. Dans ces prestations, on va définir des maintenances préventives avec des gammes spécifiques en fonction des équipements, avec des périodicités spécifiques aussi. On verra par la suite qu'on a un métier qui est assez vaste, assez diversifié, et effectivement chaque gamme de maintenance doit être spécifique à chaque installation. Des plans d'intervention détaillés avec une procédure en place pour les interventions curatives, pour éviter d'être dans l'urgence absolue, avec peut-être la mise à disposition de moyens d'optimisation ou même de secours.
Le fait de mettre en place des plans travaux sur plusieurs années pour anticiper, parce que l'idée de notre contrat, c'est d'accompagner, donc de créer ce partenariat avec le client et de l'accompagner sur plusieurs années en lui incitant les travaux à réaliser suite à l'exploitation qu'on peut constater. Et tout ça va devoir se faire avec un audit préalable qu'on appelle un rapport de prise en charge. L'idée, c'est que le prestataire prenne connaissance du site, des installations, et qu'il puisse tout de suite alerter le client sur les dysfonctionnements, les dérives constatées. Voilà, mais on va y venir tout à l'heure là sur l'audit. On va pas trop rentrer dans le sujet. Il y avait quand même aussi un point que je voulais aborder avec vous, c'est que il y a des changements d'usage. Hein, ça vaut pour tous les deux, notamment. On sait que de plus en plus, par exemple, dans un bâtiment, on fait une salle de sport, donc un ERT devient un ERP en partie, et donc ça amène des complexités dans la gestion des bâtiments. Oui, aujourd'hui, on est dans une mode où on essaye de modifier l'usage des locaux. Il faut savoir que derrière un usage, il y a eu une conception, un dimensionnement qui a été réalisé, que lorsqu'on change une typologie d'un local dans plusieurs types d'établissements, on doit répondre quand même à des normes, à des prescriptions techniques. Et il faut adapter, toujours avoir l'idée qu'il faut adapter nos locaux nouvellement modifié pour répondre à la réglementation et au texte de loi en vigueur. Voilà, merci pour cet état des lieux. Giovanni, pour continuer, on voit que finalement il y a des changements de métier aussi et les entreprises sont beaucoup en accompagnement de leurs clients et donc elles doivent être formées et être en capacité de travailler avec ces nouvelles méthodes. Oui, tout à fait. Stevens a parlé des risques. Quand on parle de risques, il y a des enjeux. Il faut les maîtriser, il faut les comprendre, il faut les analyser. Pour ça, il faut avoir l'expertise nécessaire pour être de bons conseils auprès des clients. Donc, il est clair que là, les entreprises, elles doivent montrer leur capacité d'évolution, leur capacité d'appréhender les risques, les problèmes, la technologie. Voilà. Donc, tout ça nécessite des compétences, des qualifications, des certifications aussi, des labels. Voilà. Autant d'éléments qui vont démontrer au client, au maître d'ouvrage, qu'il a fait confiance à un prestataire qualifié. Tout à l'heure, on évoquait les contrats de maintenance. Un contrat de maintenance, c'est quand même quelque chose qui se conçoit d'une certaine façon, qui doit être adapté au bâtiment en question. Donc, tout ça, Afortech est en capacité d'apporter tous les éléments nécessaires pour que l'entreprise soit formée. Oui, alors, et ce qu'on voulait aussi aborder, c'est effectivement, ça a un coût, ça aussi. C'est-à-dire que c'est un coût pour le client de comprendre que finalement, s'il veut avoir des entreprises de qualité, cette entreprise doit investir et donc finalement, il faut que l'entreprise, le client, le maître d'ouvrage accepte de payer le prestation à son juste coût. Oui, mais le coût investi est quand même très vite rattrapé parce que il y a des économies d'énergie qui sont faites dans le bâtiment. Il y a aussi une prestation de qualité qui est faite, donc une pérennité des matériels. Enfin, oui, il y a un investissement au départ, mais il y a un investissement qui s'amortit au fil des années aussi. Oui, donc il faut investir sur les entreprises qui ont des moyens humains de qualité pour pouvoir après gagner en économie d'énergie, hein, notamment. Oui, et puis comme on le disait dans la première séance, on est dans un métier technologique, donc il faut des gens des experts en la matière. Il y a les bureaux d'études qui nous accompagnent et l'entreprise se doit aussi de montrer sa capacité de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de ce client. Alors, pour continuer avec vous, Stevens, ce qu'on avait dit, c'est peut-être là, on va parler un peu de l'audit. C'est le point de départ des travaux qu'on va faire sur un bâtiment.
Alors, c'est un point de départ pour échanger avec le client. L'idée, c'est de faire un état des lieux de vos installations et de statuer tout de suite sur les dérives, de mettre un plan d'action en face vis-à-vis de la possibilité de l'existant ou après sur l'optimisation ou du remplacement d'installation. Donc, un audit d'installation va être aujourd'hui dans notre métier va être de plus en plus complexe par la diversité de nos installations. Aujourd'hui, quelques images, mais on peut avoir des rooftops comme on retrouve dans les centres commerciaux, des groupes froids, des pompes à chaleur. Alors le rooftop, ça, oui, c'est pas le rooftop pour aller boire un verre pas le rooftop pour aller boire un verre le soir. ouais. C'est ça un rooftop. Hein. Expliquez ce que c'est un rooftop. Un rooftop, c'est ni plus ni moins qu'une pompe à chaleur qui est intégrée dans une centrale de traitement d'air. Donc sur le même bloc, on va traiter cet air hygiénique et en même temps traiter la partie confort, soit avec du chaud, soit avec du froid, avec un système thermodynamique. Aujourd'hui, on a aussi des groupes froids, des pompes à chaleur, on a des extracteurs, des centrales de traitement d'air. On va avancer sur la diapo. Oui, on a aussi des VRV qu'on entend de plus en plus arriver sur le marché. VRV, alors volume de réfrigérant variable. Donc ça fonctionne avec du fluide frigorigène qui fait polémique en ce moment. Mais le fluide frigorigène est là depuis plusieurs années. Hein, c'est ni plus ni moins que le fonctionnement de votre frigo. Sauf que là, on va l'exploiter sur des bâtiments de tout type. Et on peut faire du chaud et du froid avec le même type d'équipement. Ensuite, dans la complexité, on va avoir différents types de réseaux. Des réseaux hydrauliques, des réseaux aéroliques, différents types d'équipements d'émission, des centrales de traitement d'air, des ventiloconvecteurs, des radiateurs. À chaque équipement, on va avoir une spécificité. Il existe énormément de choix techniques aujourd'hui sur ces équipements. Donc, à chaque typologie d'installation, il faut cette compétence pour aider le client. Autre exemple, on a une chaudière. Tout le monde connaît les chaudières aujourd'hui, gaz, fuel, mais effectivement, on connaît peu la partie réseau urbain avec des échangeurs vapeur ou surchauffés qui sont aussi l'idée c'est de faire du chaud, ça on l'a bien compris, mais par contre c'est deux typologies d'installations complètement différentes avec de la technologie différente, donc de la compétence différente. Et ensuite on en vient au rapport. La complexité sur l'audit, c'est de pouvoir traiter tous les volets. Il faut qu'on puisse vous donner un état du fonctionnement de vos installations, un état de conservation de vos installations, comment elles sont conduites, comment on peut les conduire, est-ce que ça respecte les lois et les normes en vigueur, est-ce qu'il y a des sujets de sécurité. Donc l'idée c'est de faire un focus sur chaque point avec par exemple un état de vétusté d'installation sous forme d'observation, de remarques pour avoir un échange auprès du client et de mettre en place un plan d'action dédié. Voilà, vous voulez continuer on verra après. On va continuer avec vous, Cyril. Alors, est-ce qu'on peut donner aussi quelques exemples d'amélioration classiques, et notamment les impacts sur la compétence des collaborateurs? Je crois que vous avez quelques diapos. Non, vous n'avez pas de diapos. Vous avez à l'oral alors. Excusez. Ouais. J'ai que des histoires à raconter. Ouais. Que je comprenne bien votre question. Alors, est-ce vous pouvez donner quelques exemples d'amélioration énergétique que vous faites au niveau des bâtiments, des lots CVC, ouais. Le terme amélioration énergétique, oui, je me souviens de la préparation qu'on a faite ensemble. Avant même d'envisager d'améliorer énergétiquement, il faut juste bien comprendre qu'une installation qui fonctionne mal surconsomme. C'est-à-dire que en remettant une installation qui a ou mal été réalisée ou qui a mal vieilli, simplement la remettant sur les rails, en fait, on réduit la consommation énergétique parce que une installation qui fonctionne mal, soit va surconsommer, soit va engendrer l'adaptation de l'occupant dans un format qui est pas bon. Typiquement, si le chauffage marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend un convecteur électrique, on le branche sur la prise. Et là, pour le coup, on va bien surconsommer. Si l'installation de nouveau fonctionne correctement, je peux débrancher mon convecteur
et revenir à une consommation normale. Ouais. Et puis quand vous faites des études, des audits aussi, vous Oui. constatez qu'il y a des défauts, Tout à déjà fait. des sondes qui sont mal placées, Tout à des choses fait. comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une installation, que ce soit pour faire du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble d'équipements qui doivent fonctionner ensemble. Si jamais il y en a un dans la chaîne qui dysfonctionne ou qui fait pas son boulot, c'est l'ensemble complet qui va en porter les conséquences. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. On est dans une salle ici là avec une hauteur de plafond de 4 mètres, 4 mètres 50. Et on a du mal à avoir chaud. Si je mets la sonde qui mesure la température ambiante au plafond, je peux vous dire que l'installation va fonctionner à fond. Et puis à un moment donné, quand il fera 30 là-haut, elle va s'arrêter. Sauf que nous ici, là où on aura toujours 15 degrés et on aura froid. Il suffirait de redescendre la sonde dans l'ambiance pour que l'installation puisse fonctionner correctement. Nous, on fait énormément d'audits sur des installations qui ne fonctionnent pas. Ça part souvent de plaintes d'occupants qui se plaignent de ne pas avoir le confort qu'ils devraient avoir. Et en fait, on commence toujours par vérifier ce qu'on appelle les fondamentaux. Et rien qu'en vérifiant les fondamentaux, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses qui doivent être corrigées, qui doivent être modifiées pour ramener l'installation dans un état initial qui lui permet de fonctionner correctement. Oui, mais il faut aussi, notamment dans les bâtiments dans lesquels vous intervenez, Oui. avoir des équipes sur place qui sont en capacité de gérer ces systèmes. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, et Giovanni l'a rappelé, et l'importance d'établissements comme la Fortec. On est dans des domaines qui sont des domaines techniques. Donc ça demande des compétences. Quand on regarde une installation dans son ensemble, il faut de la compétence en hydraulique, il faut de la compétence en aérolique, il faut de la compétence en courant fort, il faut de la compétence en courant faible. Je prends juste un exemple. Vous prenez un câble qui est dédié à la supervision, qu'on appelle câble courant faible. Si vous le mettez trop près d'un câble courant fort, eh ben, le courant fort va perturber le signal du courant faible et ça ne fonctionnera pas. On va écarter les câbles de 20 cm et ça va fonctionner. C'est juste un petit exemple pour expliquer que finalement, dans notre domaine, il y a une multitude de compétences et quand effectivement on fait un audit global sur une installation globale, on va avoir, moi je fais intervenir des frigoristes, je fais intervenir des metteurs au point, je fais intervenir des laboratoires d'analyse parce qu'il y a aussi le réseau hydraulique qui doit être surveillé et parfois un certain nombre de problèmes vient d'un mauvais suivi d'un réseau qui évolue mal. Ça demande un certain nombre de compétences pour avoir une vision globale, oui, tout à fait. Alors, Giovanni, pour continuer, comment est-ce que Afortec, en l'occurrence, un organisme de formation intervient parce qu'il doit proposer des programmes de formation qui sont adaptés aux entreprises, mais aussi qui doivent répondre aux exigences des maîtres d'ouvrage. Tout à fait, tout à fait. Le panel est très large. Afortec a cette capacité, parce que proche, là encore, du syndicat, permet aussi d'apporter des formations spécifiques. Alors, on a parlé de la technique, mais il y a aussi la réglementation, et on doit coller au plus près de la réglementation si on veut avoir un bâtiment performant. Donc, tout ça, l'entreprise doit s'approprier ses compétences. Et Afortec est en capacité non seulement de former, encore une fois, toutes les strates de l'entreprise, c'est-à-dire les techniciens de terrain, les techniciens dédiés à des opérations très particulières, à de l'automatisme, on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais il y a l'automatisme, il y a aussi tout ce qui est régulation connectée, il y a aussi la formation sur les matériels en eux-mêmes, tous ces points-là, il faut que l'entreprise, si elle veut être efficiente, si elle veut être efficace, elle doit se les approprier. Et pour ça, eh bien, Afortec apporte non seulement des compétences dans ce domaine-là, mais aussi des financements, si on peut obtenir des aides sur la formation. Donc, voilà, c'est un package qu'Afortec a mis en place depuis maintenant près de 50 ans, d'apporter son aide pour avoir des entreprises en capacité de répondre aux attentes des clients. Alors Stevens, le CVC, hein, c'est la croisée du bâtiment.
et des services. Hein. Et donc, du coup, vous devez vous mettez en place des plans pluriannuels de travaux pour accompagner les entreprises sur du long terme. Oui, on propose cette prestation pour, comme on le disait tout à l'heure, l'idée de la prise en charge, c'est de statuer sur l'instant T. Par contre, l'idée, c'est quand même de résoudre les dérives et d'accompagner notre client sur l'optimisation de leur système, sur la résolution des problématiques et pourquoi pas aussi sur le remplacement à terme de leurs installations. Si on l'anticipe pas, forcément chaque projet a des coûts. Si on l'anticipe pas, on va dans l'urgence et forcément il y aura d'autres dérives qui vont venir se greffer. Donc l'idée, c'est de statuer sur des postes à réaliser pour quantifier et vis-à-vis d'un périmètre donné le coût financier sur plusieurs années. Et donc du coup, en termes d'investissement, une entreprise, ça c'est l'exploitation après du bâtiment, elle doit compter un budget en fonction du type de travaux qu'elle va faire en amont. Oui, on propose des budgets avec une vision technique qui peut être propre à l'entreprise et l'idée c'est d'en discuter. Des fois la vision de l'exploitant peut être bonne, mais pas forcément dans le cadre de l'évolution du client. Aujourd'hui, on est quand même là pour accompagner et juste résoudre, enfin en tout cas résoudre les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Hubert, pour continuer, donc c'est une autre manière d'aborder le sujet aussi. Il y a les contrats de performance énergétique, parce que c'est la manière de lisser aussi, de faire des travaux en investissant moins d'argent. Alors, il y a différents contrats de performance énergétique, mais alors, déjà, je commençais par présenter le contrat de performance énergétique. C'est un engagement, c'est-à-dire que l'entreprise va proposer un contrat avec des prestations qui devront générer une économie d'énergie qui sera quantifiée. Donc, dans le cas du décret tertiaire, par exemple, j'ai mon contrat sur 10 ans entre 2020 et 2030 et je m'engage à faire 40% d'économie d'énergie. Pour ça, je vais mettre en place des actions qui peuvent être toutes simples. Hein. C'est un programme de maintenance bien défini avec des programmations de gestion des équipements. Ça peut être aussi une éducation, une information auprès des occupants des locaux, parce que l'occupant par lui-même peut générer 10% ou 15% de surconsommation. Donc, tous ces plans d'action-là vont être faits par l'entreprise et on va réussir à baisser la consommation. Alors après, on peut durcir le contrat en faisant ce qu'on appelle une rénovation des équipements techniques et aller plus loin en faisant une rénovation globale pour chercher une économie qui est plus longue. Mais ce contrat-là sera toujours un engagement de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage à baisser la consommation, c'est quantifié, c'est contrôlé, et si l'entreprise n'y arrive pas, c'est elle qui paye. Donc d'où l'importance de laisser, d'avoir une entreprise qui effectivement maîtrise bien la thermique du bâtiment, maîtrise bien les fluides, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, maîtrise l'électricité, les automatismes, pour pouvoir gérer au mieux le bâtiment. Vous en mettez beaucoup en place, je sais pas Cyril, vous en mettez en place Non, j'ai pas eu l'occasion de ce genre des contrats de performance énergétique. Non. Alors juste pour rebondir sur ce que vient de dire Hubert, c'est vrai que une des premières sources d'économie d'énergie, c'est l'utilisateur en lui-même. Celui qui se contente de 20 degrés va forcément moins consommer que celui qui va vouloir 22 ou 23. Oui, donc ça c'est les températures de consigne aujourd'hui. Est-ce que vos clients ils demandent aussi de baisser ces températures La loi, c'est théoriquement 19 degrés l'hiver et on ne fait pas de froid en dessous de 26 degrés intérieur l'été. Dans la réalité, on s'aperçoit que les occupants ont quand même un poids significatif vis-à-vis des directions d'entreprise. Et bien souvent, on va constater 20, 21 l'hiver et 24, 25 l'été. Tout à fait. Oui, donc on va pas respecter la réglementation. Alors je voulais, Giovanni, qu'on parle aussi d'un autre sujet, c'est qu'il y a le décret tertiaire, la GTB, bon c'est des nouveaux métiers. Vous militez et vous formez vos entreprises pour qu'elles puissent prendre en charge ce lot, hein, dans le lot CVC. Oui, ça c'est pour répondre au mieux aux attentes aujourd'hui des maîtres d'ouvrage et bien évidemment il faut que les entreprises se forment dans ce domaine. Oui. Vous gérez la partie GTB dans les bâtiments? Tout à fait, il y a d'autres métiers. Donc ça peut être des GTB à protocole, on dit ouverte ou fermée. Ça peut être des GTB qui sont liés aux constructeurs.
Si vous prenez un constructeur de VRV qui va avoir sa propre GTB avec de la programmation horaire, de la gestion de température, la gestion aussi des alarmes, pour certains cas de la prédiction de panne. Donc tout ça, on le met déjà en place lié à notre métier. Effectivement, après, on a des GTB qui sont plus vastes pour les immeubles, où il y a des systèmes de passerelles de communication qui rentrent en jeu pour récupérer au sein d'un même immeuble l'ensemble des corps de métier. Ouais. Là, tout à l'heure, on parlait logement. On était dans la copropriété. On se disait, il faut connecter les chaufferies, les systèmes. J'imagine maintenant, Cyril et Stevens, c'est qu'aujourd'hui, dans les tertiaires, tout est connecté tout le temps, ou pas, ou c'est pas évident. Ah non, mais dans le tertiaire, tout est connecté. C'est-à-dire que n'importe quelle installation qui va chauffer ou rafraîchir dispose de ce qu'on appelle une régulation. On parlait tout à l'heure d'une sonde dans l'ambiance qui va mesurer la température, d'un bouton où on va régler la température qu'on souhaite, d'équipements qui vont agir sur l'appareil pour souffler plus ou moins, souffler plus froid ou plus chaud. Toutes ces régulations-là sont connectées entre elles pour qu'elles communiquent entre elles et qu'elles soient ramenées sur ce qu'on appelle une supervision. Et ça permet en fait d'avoir une vision d'ensemble du bâtiment. Ça permet effectivement, comme disait Stevens, de mettre des programmes horaires, de réduire la nuit, d'avoir des relances. Tout ça, ça permet d'optimiser. C'est effectivement cadré dans le fameux décret Bax qu'a évoqué tout à l'heure Hubert. Et il est fondamental que cette partie-là soit correctement réalisée, parce que vous aurez beau avoir la plus belle des installations qui soit, si elle est mal pilotée, elle remplit pas son rôle. Ouais. Est-ce que la qualité de l'air, c'est un sujet aussi qui est beaucoup demandé dans le tertiaire? Alors, il faut savoir que dans le tertiaire, souvent, les preneurs, ce qu'on appelle les preneurs, les occupants, font contrôler la qualité de l'air en faisant faire parfois des mesures de taux de CO2 dans les ambiances. Et oui, parce que ça a un impact finalement le CO2 aussi sur la capacité de réflexion. Ah mais complètement. C'est-à-dire que le niveau de CO2 ambiant ne doit pas dépasser une certaine valeur. Il va dépendre de la qualité du renouvellement de l'air intérieur, du rapport entre le volume de la pièce et le nombre de personnes que je vais mettre dedans. Et ne serait-ce qu'au niveau du renouvellement d'air, des fois, un simple problème de conception qu'on voit malheureusement dans 90% des cas qu'on teste, on s'aperçoit que l'air ne peut pas circuler correctement dans le bâtiment et de ce fait, l'air est mal renouvelé. Parce qu'une grille est mal placée, parce qu'il manque un dispositif, parce que les débits ne sont pas suffisants ou ne pas suffisamment correctement répartis dans l'immeuble. Hein. Il y a ce qu'on appelle la notion d'équilibrage dans un réseau aérolique ou hydraulique pour que tout le monde ait sa bonne quantité d'air ou d'eau. Alors, Stevens, on parlait aussi il n'y a pas besoin forcément de changer. On peut faire des fois on en parlait vous disiez, vous utilisez le terme de rétrofit. Hein, de rétrofit. C'est vrai qu'on oublie de temps en temps que même avec une installation vétuste ou en dysfonctionnement, on peut adapter des solutions techniques. Je prends l'exemple le plus marquant, c'est les centrales de traitement d'air. Aujourd'hui, on a la plupart de nos clients une politique de remplacement d'une centrale de traitement d'air. Or qu'aujourd'hui, on pourrait récupérer ce qui est viable et optimiser ce qui ne l'est pas. Je m'explique, aujourd'hui, vous avez un moteur tout ou rien, donc ça veut dire que lui ne varie pas en fonction des sons de CO2, comme le disait Cyril, et va envoyer son débit d'air quoi qu'il en coûte. Donc là, on va surconsommer. L'idée, c'est de optimiser ce volet-là de ventilation pour faire varier un moteur qui va permettre de s'adapter aux sondes, au relevé des sondes dans les locaux. Donc, on vient curer l'ancien moteur, on réinjecte un mur de ventilation avec plusieurs types de moteurs, et ensuite, qui vont venir s'enclencher en fonction de la demande. Tout ça, c'est des solutions qui sont viables, qu'on peut mettre en place assez facilement, à moindre coût, et qui permettent de faire des économies d'énergie. On fait des économies d'énergie, on remplace pas, donc met pas du neuf, hein, donc c'est plutôt vertueux. Et puis en plus, j'imagine que les équipes sur place savent aussi les entretenir plus facilement. Tout à fait. L'idée, c'est de réduire les coûts pour peut-être mieux préparer la suite, optimiser tout de suite avec ce qui est réalisable l'installation. Il faut bien se dire qu'une installation aujourd'hui, quand on la pense et qu'on est en phase de conception, on essaie toujours d'anticiper l'avenir. Alors c'est toujours très compliqué parce que les textes changent quand même, mais l'idée c'est l'adaptabilité des installations.
donc d'orienter notre démarche vers cette chose-là. Oui, donc sur un rapport d'audit que vous faites, vous allez identifier, là on revient un peu en boucle avec ce qu'on disait au début, vous allez identifier les éléments à changer et puis des éléments sur lesquels vous pouvez faire des rétrofits. Tout à fait. Après, c'est souvent un échange qu'on a avec le client. Effectivement, si le budget le permet, autant remplacer l'équipement par du neuf. Mais si le budget ne le permet pas, il y a des moyens aussi intermédiaires qui existent. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours réalisable, mais ça s'étudie. Alors, mais c'est aussi intéressant pour l'entreprise, j'imagine, le rétrofit, parce que finalement, ça coûte moins cher pour le client, mais l'entreprise, il y a plus de main-d'œuvre qui est opérée dessus. Alors, plus ou moins de main-d'œuvre en fonction de la typologie du périmètre d'action, mais c'est surtout la réactivité qu'on va en avoir, surtout parce que aujourd'hui, si vous prenez une centrale de traitement d'air, en moyenne, il vous faut 3 mois pour qu'elle sorte d'usine. Donc c'est sûr que si vous avez un dysfonctionnement sur une centrale qui est HS, on part sur des travaux pas avant 3-4 mois. Le rétrofit, on parle de moteur, on va peut-être avoir 2-3 semaines de délai, mais derrière, on peut aller assez rapidement sur l'intervention. Il y a aussi cet aspect-là. Alors, en termes pour les entreprises, en termes de formation, Giovanni, aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles demandes qu'il y a sur la partie CVC? Est-ce que vous avez un retour d'expérience au sein d'Afortech? On a évoqué tout à l'heure la réglementation qui change énormément. On a parlé des fluides frigorigènes, par exemple. Aujourd'hui, si on n'est pas au courant de l'évolution de ces fluides et savoir conseiller le client justement par rapport à un renouvellement si nécessaire ou pas, il faut que les entreprises soient là aussi informées, formées et puis apporter les compétences nécessaires. Donc, toute façon, je dirais que pour montrer un petit peu tout ce qu'on a vu, on est sur une telle technicité qu'il faut de la compétence. Et cette compétence, on peut pas l'avoir autrement qu'en formant nos jeunes. On a l'éco-campus qui nous permet de ça aussi. Afortech qui apporte des solutions individuelles sur les entreprises si nécessaire, réglementaires si là aussi de façon très générale, mais en tout cas toujours appropriées aux besoins de l'entreprise. Oui, parce que sur le tertiaire, peut-être plus que sur le logement, il y a beaucoup d'évolutions techniques et réglementaires. Hubert, je parle pour vous. Donc c'est compliqué pour les entreprises de suivre ces évolutions. Tout à fait, oui. Bon, déjà, il y a les textes dont j'ai parlé. Giovanni parlait des fluides frigo. Il faut savoir que nous avions il y a quelques années des fluides frigorigènes qui détruisaient la couche d'ozone. On les a remplacés par d'autres fluides qui sont des gaz à haut potentiel de réchauffement climatique. Par exemple, le R410, qui est le fluide frigorigène le plus utilisé. 1 kg de R410 est équivalent à 1,8 tonne de CO2. Donc il y a une obligation de contrôle important sur les installations de froid. On va aussi chercher des nouveaux fluides. Par exemple, le butane, qui a un potentiel de réchauffement climatique qui est de l'ordre de 7. Et tu commences à de plus en plus utiliser en froid. Et on va même utiliser du CO2, qui nous fera travailler par contre sur de très grandes pressions, puisqu'on monterait jusqu'à 100 bars sur le système frigorifique. Le butane, c'est pas dangereux aussi? Il y a d'autres enjeux. Alors, si vous avez un frigo tout neuf chez vous, vous regarderez le gaz frigorigène qui est dedans. Ah. C'est du R290, c'est du butane. C'est du butane. Ok, donc c'est de plus en plus utilisé. Je savais pas qu'on avait du butane aussi en fluide qui existait. Donc il y a ces aspects techniques, réglementaires. Et donc vous, les entreprises, vous regardez aussi la réglementation. Vous devez former en avance de phase vos collaborateurs. Donc donc ça veut dire que l'organisme de formation doit avoir mis en place des formations qui vous permettent de répondre à ces futurs marchés. Tout à fait. Aujourd'hui, notre entreprise a 2 volets. On a une attestation de capacité. L'attestation de capacité est là pour nous permettre de travailler. Donc, d'acheter du fluide, de manipuler des installations au fluide frigorigène. Donc ça, c'est vraiment l'attestation liée à l'entreprise. Et puis ensuite, chaque frigoriste doit avoir une attestation de manipulation des fluides frigorigènes qui lui est propre et qui va lui permettre de réaliser ses tâches interventions préventives et curatives sur ce type d'équipement.
Et vous, à Fortech, vous regardez aussi les réglementations pour adapter les formations en avance pour que les entreprises puissent répondre aux marchés futurs pour leurs clients. C'est évident. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour là sur le sujet parce il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet du CVC. Est-ce que vous avez encore une chose à préciser? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Hubert? Non? Non. Il y a des réglementations, Hubert, qui vont arriver là sur lesquelles les entreprises Oui, je parlais des directives européennes sur les bâtiments, les performances énergétiques des bâtiments. La directive a été revue en 2024 et les États membres ont jusqu'à 2026 pour adapter ces nouvelles demandes dans leur réglementation. Donc, ça va être surtout des actions sur le carbone au niveau des bâtiments. On parlait des fluides. Effectivement, l'attestation de manipulation des fluides va être revue parce qu'on va l'étendre aux nouveaux fluides avec des obligations de formation et de recyclage. Donc, oui. En fait, le monde évolue en permanence et des réglementations apparaissent, je ne vais pas dire chaque jour, mais tous les ans. Voilà, donc ça, il faut suivre, mais ça, vous êtes là au GCCP pour suivre ça. C'est une grande partie de mon travail. Cyril? Oui, non, je voulais simplement amener un dernier point. On en parlait tout à l'heure avec Giovanni. La notion de prix est très spécifique dans nos métiers. C'est-à-dire que ça coûte très cher de ne pas dépenser cher. L'économie qu'on va faire au départ à vouloir dépenser le moins possible, on le voit nous parce qu'on est sollicité tout au long de l'année sur des installations qui ont mal été réalisées et qui génèrent des problèmes. Au final, ce que ça coûte à la fin, c'est beaucoup plus que ce qu'on a économisé au début. Donc, bien choisir son entreprise, bien choisir le détail des prestations et payer le juste prix. Il ne s'agit pas de payer non plus des sommes incroyables, mais voilà. L'économie d'aujourd'hui, c'est x2, x3 en dépenses demain. Il faut bien y penser. Oui, Giovanni, c'est ça qu'il faut retenir aussi comme message, c'est que cet investissement, ça fait faire des économies après. Et, bien sûr, et puis là aussi, l'entreprise, faut pas l'oublier, Afortech est bien placé pour le savoir, les aides à la formation sont peau de chagrin de nos jours. Les entreprises, si elles veulent se qualifier, doivent investir, et par conséquent, oui, ça se répercute sur le prix final, mais, comme le disait Cyril, le résultat, il n'est probant qu'avec des entreprises qualifiées. Il y a les nouveaux métiers aussi qui arrivent à la croisée du numérique. Est-ce que vous commencez à utiliser l'intelligence artificielle dans vos entreprises pour piloter des systèmes, pour détecter des pannes? J'imagine le prédictif. Hein. Pas encore au sein de Solvac, mais effectivement ça existe déjà. Il y a déjà des instances qui proposent ce type de service. Donc on sait aussi que notre métier va être changé. Le technicien d'il y a 20 ans va aussi changer dans sa façon de procéder au quotidien, avec de la prédiction de plus en plus active sur les installations. Alors pour conclure, Giovanni, j'aimerais qu'on regarde, parce qu'on les avait préparées là, les quelques formations que vous avez classées par typologie. Hein. Ah oui, là vous le voyez très clairement. Déjà sur le plan technique, dimensionner les installations. On doit accompagner les bureaux d'études dans ce dimensionnement, puisque l'entreprise est ensuite responsable de sa maintenance. Tout ce qui est là, des conversions et d'hybridation, là aussi, c'est des choses nouvelles pour certaines entreprises. Bien là, Afortech apporte des qualifications, enfin des formations qui permettent ensuite à l'entreprise de se qualifier et d'être labellisée ou certifiée. Donc voilà, on a tout un panel. C'est qu'une partie des formations. Et on voit sur la photo de droite l'éco-campus qui permet là aussi de former des jeunes, de les intéresser au métier. On voit aussi tous les risques qu'on peut surmonter grâce aux formations. On peut appréhender tous les risques de légionnel. Alors si on revient sur l'éco-campus, là juste le bâtiment, Benjamin. Donc ça c'est un bâtiment sur lequel il y a que des jeunes ou il y a aussi des entreprises Non, il y a aussi des personnes un peu plus âgées. Mais l'idée c'est d'avoir des gens qualifiés dans nos métiers du CVC. Et puis là, il y a aussi d'autres formations alors sur la partie équilibrage. Là, c'est les plateformes. Ouais. C'est les plateformes où on met les apprentis, les élèves face à des problématiques d'hydraulique, d'aérolique ou de régulation, et puis de les faire évoluer dans leurs compétences.
Voilà, là, on a ça c'est encore d'autres formations. Donc il y a les énergies renouvelables aussi. C'est ça. Donc le carnet des offres est volumineux chez Afortech, mais là encore, si les entreprises demandent une spécificité, Afortech met toujours en œuvre des formateurs qui vont répondre aux attentes de l'entreprise. Voilà, et puis on a une dernière diapo. Voilà, ça c'est une vraie chaufferie, hein. C'est pas un centre, C'est les plateformes C'est les qu'on a à l'EcoCampus. Ah, ça c'est les plateformes de l'EcoCampus. Ah oui, donc Exactement. on a l'impression d'être dans un vrai bâtiment. C'est impressionnant. Donc on va trouver tous les systèmes. C'est ça, Cyril? Oui, complètement. C'est des mini-installations qui sont faites pour que les élèves puissent mettre les doigts dedans, faire des tests, fermer une vanne, ouvrir une vanne, regarder comment le débit évolue. Ils voient concrètement, de manière physique, la conséquence des actions qu'ils font, et donc ils apprennent sur des installations reconstituées dans un environnement éducatif. Ouais. Il n'y a pas une complexité aujourd'hui. Il y a plein de systèmes. On voit une inflation des systèmes de production. C'est pas complexe de maintenir tout ça. Alors la complexité, les fondamentaux restent les mêmes. Hein. C'est toujours la même histoire de la calorie qui est là en trop et qu'il faut qu'on enlève ou qu'il faut qu'on rajoute parce qu'il fait trop froid. Après, il y a une multitude de moyens de faire les choses. Je pense que Stevens et Giovanni sont plus à même que moi de répondre sur la motivation des gens qu'on a aujourd'hui sur le marché. Ça devient un petit peu compliqué quand même de trouver des gens compétents et des gens motivés. Mais oui, ça demande un vrai intérêt. En fait, c'est un métier qui est vraiment passionnant quand on s'y intéresse. Mais il faut avoir cet intérêt. Alors pour répondre aux enjeux, la dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'hommes et de femmes finalement qui arrivent à suivre les besoins qu'on a? Vous êtes en termes de recrutement, vous arrivez à recruter, Stevens? C'est très compliqué. Oui. Aujourd'hui, la compétence c'est une chose, il y a la motivation. Je considère que c'est un travail de passionné, le CVC. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos jeunes ou ceux qui s'investissent dans notre métier. Donc il faut vraiment que déjà ce cap, que cette image du BTP globalement et encore plus sur le CVC devienne pas juste un rondier, une personne qui fait des rondes dans une chaufferie ou sur une centrale de traitement d'air, mais que la technicité est là, que ça peut être très intéressant à partir du moment où on se motive à l'origine. Oui. Oui, c'est ça, c'est de vouloir optimiser, d'intervenir sur les systèmes, hein, pas juste vérifier que ça fonctionne. C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Giovanni, Et oui. puis c'est aussi fidéliser nos gens parce que et que la clientèle aussi soit fidèle à son mainteneur parce que une installation ça ne se optimise pas en une année de fonctionnement. C'est souvent plusieurs années, il y a l'évolution, etc. C'est peut-être aussi un autre paramètre qu'il faut tenir compte, la fidélisation des partenaires. Cyril, oui, vous vouliez... Non, c'est un travail d'équipe. Hein. Nous, on fait des chantiers en rénovation. La réussite, c'est le triptyque client, bureau d'études, entreprise. Les trois sont essentiels et les trois sont aussi importants que les deux autres. C'est essentiel. Et ce que je dis souvent aux entreprises, attention, pour vous le chantier c'est une aventure qui va durer un an et demi. Au bout d'un an et demi, vous avez votre procès-verbal tamponné, signé. Pour vous, c'est fini. Pour le client, ça commence et ça va durer 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et c'est ces 20 années ou ces 25 années-là qui doivent être dans le viseur quand on fait le chantier, qu'on le conçoit. Il faut que ça soit évolutif, il faut que ça vieillisse bien, il faut que ça soit pérenne. C'est ça aussi le respect de l'environnement, c'est de faire des installations pérennes.